sur votre définition des revenus du travail. Parce D'accord. qu'il peut y en avoir 36 et il n'est pas évident qu'elles soient les mêmes au cours du temps, ni au cours ni dans les différents pays. Alors, donc, il peut y avoir plusieurs définitions. Ce qui est important, c'est que nous, on va utiliser tous la même définition. Donc, on va prendre les revenus des salariés déclarés et on va prendre les revenus des indépendants. Le revenu déclaré fiscaux, non? Les revenus, là, c'est déclarés aux enquêtes. Bien sûr, bien sûr. Bon, par exemple, Mais c'est pas si mal non plus, quoi. Je veux pas la différence qui va presque du simple au double pour les salariés entre le salaire net et le salaire super brut. Donc, oui, mais donc on inclut les contributions sociales. Là, dans les 45 000 euros que je vous ai donnés en moyenne, vous avez les contributions sociales, y compris les contributions employeurs. Mais on n'a pas déduit les impôts sur le revenu, qui viennent d'une certaine manière comme une dépense, comme une utilisation de ces revenus. D'accord, qui est une contribution à l'état social, si vous voulez. Oui. Comment vous affectez les dépenses publiques de santé par âge? Donc on utilise une autre enquête, qui sont les enquêtes EPS, pour lesquelles il y a tous les renseignements sur l'âge des personnes. Donc on utilise ces enquêtes, on calcule un profil de santé, de dépenses de santé par âge, et puis on le recale sur un agrégat qui est la dépense publique de santé. Si les dépenses publiques de santé sont financées par l'impôt sur le revenu, il ne risque pas d'y avoir un double compte si vous ne déduisez pas l'impôt sur le revenu. Alors d'accord. Donc ce qu'on appelle consommation, c'est la consommation privée, d'accord, et aussi la consommation de services publics, d'accord. Donc typiquement, une dépense effectuée à l'hôpital, d'accord, est considérée comme de la consommation. Maintenant, si vous recevez une allocation, typiquement qui pourrait être l'allocation dépendance, on ne le considère pas comme de la consommation. À la fin, c'est une équation comptable. Donc là, je ne présente qu'une partie de l'équation comptable, c'est-à-dire la différence entre consommation et revenu. Et de l'autre côté, il y a toute la décomposition, comme des revenus du capital, les différentes allocations, allocation logement, allocation familiale, etc. Donc ça, c'est pas la partie que je présente maintenant. D'autres questions? En fait, on a apporté des éléments de réponse. Je voulais savoir si on a inclus les dépenses publiques dans la consommation. Oui, clairement. On peut sauter 2-3 trucs, hein, je vous le montre. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est la décomposition qu'on a pour la consommation. D'accord. Donc en bleu, le gros bleu, là, pour commencer en bas, c'est toutes les consommations privées. D'accord. On rajoute le petit rouge à gauche qui représente les consommations privées d'éducation, ce qui ne représente presque rien, bien sûr, en France. Le petit vert au-dessus qui est la consommation privée de santé, qui est aussi relativement faible. Et ensuite, vous avez la consommation publique. Donc, il y a deux dépenses dans la consommation publique qui sont séparées, qui sont particulièrement dépendantes de l'âge. Donc, l'éducation publique, là, qui est une espèce de couleur, je ne sais pas trop, turquoise peut-être, et la consommation publique de dépenses de santé qui est en orange. D'accord. Et puis le reste des dépenses publiques est affecté de façon uniforme. Donc, oui. Comment vous affectez les dépenses d'éducation, les dépenses publiques d'éducation par âge? Quelle est la méthode que vous... Donc là, on prend les comptes de l'éducation. D'accord. Donc, on a le nombre de personnes pour chaque niveau d'études, et puis on affecte ça en âge. Et deuxième question, ce que vous appelez la consommation privée de santé, sur les restes à charge des... C'est ce qui apparaît comme dépenses de santé dans l'enquête budget des familles. Donc là, en effet, hein, là, ce que je reprends, c'est plusieurs enquêtes pour lesquelles on déduit des profils. Et il y a une deuxième étape pour laquelle on va tout recaler afin d'obtenir la cohérence comptable. D'accord. J'ai répondu à votre question. Ouais. Une question sur l'évaluation de la consommation privée de santé. Est-ce que la différence là, sur les taux qui montent en Suède, au Royaume-Uni, aux âges très élevés par rapport à nous, Voilà. Ça ne vient pas dans l'évaluation du prix de la conso privée de santé ou de la consommation publique de santé aux âges élevés qui ne seraient pas évalués au même cours?
Donc pour répondre à ta question, là j'ai mis juste la décomposition. Ça c'est la décomposition française, celle d'après c'est la décomposition américaine. Donc vous voyez, donc c'est une grosse partie dépenses publiques de santé, hein, ce qui explique la hausse. Et pour les Suédois aussi, c'est ce niveau dépenses de santé aux âges très élevés. D'accord. Là on est en consommation moyenne par âge. Hein. D'accord. Donc on n'a pas du tout, pour l'instant le même profil. C'est implicitement une décomposition quantité plus. Est-ce que c'est un effet prix ou un effet quantité ou un mélange des deux? Ah d'accord. Est-ce qu'il y a moyen de savoir quelque chose? Ah. Non, nous on n'a pas fait ces décompositions. C'est pertinent, mais nous on l'a pas fait. Bon. Après il y a d'autres études qui le font. Hein. Nous c'est pas directement une étude sur la santé. Hein. Bon. D'accord. Alors laissez-moi calculer quelques ratios, juste pour savoir si finalement notre situation est relativement bien. Je vais prendre deux ratios. On a calculé des dizaines. À la fin, tout revient un petit peu comme ce que je vais vous montrer. D'accord. Donc on va prendre deux ratios à peu près de bien-être relatif des générations. Donc je vais prendre ce que j'appelle les 60-74 ans. D'accord. Donc 15 années entre 60 et 74 ans. Et je vais donc leur consommation moyenne, vous voyez, pour ces gens-là, et je vais le diviser par la consommation moyenne des gens. Alors, ne cherchez pas dans les slides parce que voilà, c'est vraiment très différent. Non seulement l'ordre est différent, mais parfois les images sont différentes. Et ça, c'est vraiment pas de la faute de l'équipe qui organise le séminaire, hein, qui fait vraiment un super travail, mais c'est plutôt de ma faute parce que j'aurais envoyé plein de versions différentes. Donc, voilà. Donc écoutez-moi. Donc, vous voyez, je prends les plus âgés, là, les 60-74 ans, et je les divise par les 35-49 ans. Vous voyez, je prends aussi 15 ans de consommation. Donc, 35-49 ans, c'est vraiment les âges les plus actifs, d'accord, typiquement. Donc, j'aurai la consommation des seniors sur les moyens, si vous voulez. Et puis, on a pris un autre ratio qui était... Alors, cette fois-ci, c'est pas les jeunes, vraiment jeunes, hein, vous voyez, c'est les 18-32 ans. Donc, il y a de plus en plus d'intérêt pour cette classe d'âge, parce que c'est le moment où on s'insère sur le marché du travail, etc. Donc, on va les appeler, donc même si c'est jusqu'à 32 ans, on va les appeler les jeunes. D'accord. Donc, les jeunes sur ceux qui sont un peu insérés. D'accord. Donc, vous voyez, par exemple, en France... Alors, ici, vous avez deux bâtons. D'accord. Le bâton bleu, c'est donc notre ratio, si vous voulez, des seniors sur les moyens. Et puis, le bâton rouge, c'est le ratio des jeunes sur les moyens. Donc, vous avez deux bâtons par pays. Donc, on peut recalculer tous ces ratios pour tous les pays. Donc là, par exemple, pour la France, vous voyez que la situation relative des seniors est à 1,2, d'accord. Donc en moyenne, donc la consommation des seniors est 20% au-dessus. Donc c'est quand même un niveau relativement élevé. Et la consommation aussi des plus jeunes, d'accord, est supérieure à 1. D'accord. Et donc on peut se comparer, on peut recalculer ces ratios pour tous les pays. Donc c'est ce qu'on fait là. Et voici une représentation graphique de ces différents ratios. D'accord. Donc ici, vous avez deux échelles. Là, vous avez la consommation des 18-32 ans sur les 39-45 ans. Donc plus vous montez haut, d'accord, plus les jeunes sont favorisés. D'accord. Et plus vous allez à droite, plus les seniors sont favorisés. D'accord. Et vous voyez que la France est là. Pardon ? 35-49, c'est pas 18-32, donc c'est 18-32 divisé par 35-49, d'accord. Donc c'est la situation relative des jeunes sur les moyens, et puis là c'est la situation relative des plus âgés sur les moyens, d'accord. Donc plus vous allez là, plus vous avez une société qui favorise les seniors, et plus vous montez, plus vous avez une société qui favorise les jeunes, d'accord. Et vous voyez que finalement on est quand même assez haut à droite. Donc donc c'est plutôt les moyens qui d'une certaine manière soutiennent à la fois ceux qui sont sortis du marché du travail ou ceux qui y rentrent, etc. D'accord. Vous voyez. Alors certes, la Suède, voilà, on trouve la Suède qui fait un peu plus pour les jeunes, mais quand même, je veux dire, pas tellement. D'accord. On trouve que le Japon fait un peu plus pour les seniors, mais pas tellement. D'accord. Les États-Unis font plus nettement pour les seniors, mais moins pour les jeunes. D'accord. Et puis j'ai mis les autres pays extrêmes. Vous voyez, par exemple l'Indonésie qui fait très peu pour les seniors et qui est relativement plat pour les jeunes. Et là où la Jamaïque, etc. Bon, après, je ne sais pas si il est opportun de se comparer à la Jamaïque. Bon, voilà. Donc là, vous avez la consommation totale. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'ai pris
et c'était votre question, hein, j'ai pris également les dépenses publiques. Et le graphique suivant, c'est la même chose, mais en ne prenant que le privé. D'accord ? Donc on a éliminé justement l'aspect dépenses de santé, etc. Et donc, vous vous rappelez, la France qui était par là, vous voyez, maintenant elle est là. Donc, est dans une situation finalement assez intermédiaire, hein, dans ce groupe de pays. Donc on est proche, vous voyez, on est proche de 1. On est un petit peu supérieur à 1 dans les deux dimensions, mais on est plutôt dans une situation égalitaire du point de vue de cette consommation moyenne. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ces dimensions ? C'est pour un individu de cet âge-là moyen, c'est ça, ou c'est pour tous les individus de la classe d'âge, sur tous les individus de la classe d'âge? Je n'ai pas compris s'il y avait un effet de proposition dû à la taille des classes d'âge. On élimine les effets démographiques. Non, clairement, on élimine les effets démographiques. Non, bien sûr. Ce qui est assez étonnant dans le graphique précédent, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. Alors, donc il y a une très légère corrélation. Donc on n'a pas mis la droite de corrélation parce qu'elle est tellement pas très jolie. Est-ce que c'est étonnant ? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'une société qui favorise plus les seniors favorise plus aussi les juniors ? Je ne sais pas. Donc là, je laisserai la question ouverte pour les deux intervenants qui sont après moi et peut-être qu'on plus réfléchi à ces questions-là. Et donc, voilà, bon, je vais me concentrer modestement sur les chiffres. Voilà, je ne sais pas si c'est étonnant. Voilà, j'en sais rien. En tout cas, si on a ça comme corrélation, le cas américain est un peu atypique, parce qu'il est vraiment... Voilà, donc lui est vraiment outlier, hein. Il est vraiment différent du reste du nuage de points, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit un nuage de points parfait avec... Voilà, ouais, c'est ça, quoi. Bon. Et comment vous pouvez expliquer le relatif alignement de la France et des États-Unis, que l'autre est en haut et l'autre est en bas? Donc ça veut dire que les États-Unis comme la France font beaucoup pour les plus âgés, voilà, d'accord, mais la France fait aussi pour les plus jeunes. C'est la dépense d'éducation publique d'éducation qui doit expliquer beaucoup. Tout à fait. Juste une petite question. Les gens qui sont dans la tranche 60-74, a priori, à un moment donné, ils ont dû être dans la tranche 35-49, voire dans la tranche avant 18-32. Est-ce qu'à l'époque où ils étaient dans la tranche 35-49, est-ce qu'eux aussi contribuaient à la tranche 18-32 et à la tranche 60-74? C'est-à-dire, est-ce que c'est actuellement une société qui s'est tournée vers l'aide aux plus faibles? Ou est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est un phénomène purement ponctuel et historique? Ou est-ce que c'est juste une question de cohorte et que de tout temps ça a été comme ça? Est-ce que c'est une évolution d'égoïsme des plus âgés qui ont les mallettes? Ou est-ce que ça a toujours été un effet de soutien de ceux qui ont la force de travail et un certain moyen? Alors, donc merci pour cette question. Donc, en effet, hein, alors c'est pas ceux qui sont dans la tranche d'âge 60-74 ans. Bah, a priori, ils étaient avant. Ça, c'est sûr, ils étaient avant dans la tranche d'âge. Ça, vous êtes d'accord. Hein, donc, sur cette partie-là de la question, je suis bien sûr de ma réponse. Mais voilà. Même si je m'occupe plus de statistiques, voilà. Donc voilà. Mais pour répondre à cette question, on est obligé de suivre justement ce type de schéma au cours du temps, d'accord? Et donc c'est ce que je vais vous présenter juste après, d'accord? Donc néanmoins, je ne pourrais pas faire de comparaison internationale, de vraie comparaison internationale, parce que les autres équipes ne l'ont pas fait sur une telle période, donc je me comparerai que aux États-Unis, d'accord? Qui ont l'ensemble des données entre 81 et 2009, et nous, on est entre 79 et 2011, donc c'est un peu plus. Est-ce que vous avez fait une moyenne idéale? Non, alors je ne suis pas normatif. Ce que je peux voir, c'est que si la coordonnée 1-1, si vous voulez, hein, là où 1-1 se rencontre, ça veut dire qu'on est très égalitaire. D'accord? Ça veut dire qu'en moyenne, la consommation des seniors est égale à celle des moyens et que la consommation. Donc plus on est proche, vous voyez, de ce point-là, plus on est égalitaire entre les âges. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Mais non, mais il n'y a pas de normative dans ce faire. Dans un cas, on peut parler de phénomène générationnel, c'est la nôtre, avec quand même très atypique.
C'est très atypique, puisque la question sur la corrélation entre j'espère que dans le deuxième, on va avancer là-dessus, mais c'est quand même très particulier de se dire que ce sont les deux extrémités qui se supportent l'une l'autre, comme c'est quand même des équipes politiques, sociologiques, il doit y avoir une explication dans cette affaire. Enfin, s'il n'y en a pas, c'est quand même ennuyeux. Le reste, c'est ceux qui n'ont pas de phénomène intergénérationnel et qui considèrent qui sont en fait... Alors, en réalité, c'est un instant déterminé. Là où tu as raison, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que finalement, il n'y a pas eu une cohorte qui en a profité en permanence, qui a eu du pognon au début, enfin de la consommation, qui a réussi à ne pas payer, à ne pas voir baisser? Mais on là, va le faire. Oui, il le fait, ça arrive. Les types de dépenses sont quand même très différents bien sûr. de tranche d'âge à l'autre. Il n'y a pas non plus de raison que ce soit... Bien sûr. C'est égalitaire, c'est un peu curieux aussi de dire ça, parce que les dépenses sont très différentes. Jeunes, à l'âge adulte ou âgé, on n'a pas les mêmes types de dépenses. Alors, Claire, la dépense en nouvelles technologies de communication et d'information, aujourd'hui, on ne la retrouvait pas il y a 20 ans. Par exemple, il y a aussi ces évolutions-là dans les types de consommation. Oui, mais mes amis, vous êtes obligés quand même de discuter dans le cas de ce qui est perçu politiquement comme une réalité, c'est-à-dire que nous sommes dans une société qui sacrifie une génération au profit d'une autre. Et aujourd'hui, on dit, ce qui est très étonnant dans ces résultats, et on va voir s'il a perduré, c'est un phénomène spécifique d'une période ou non, mais ce dont on a l'impression, c'est quoi qu'il arrive, la génération sacrifiée, c'est une expression un peu rapide. Alors, très intéressant. Vraiment, je garde toutes les questions sur la dynamique pour après, d'accord. Et très franchement, on va vraiment regarder cette évolution au cours du temps. Mais il est quand même intéressant de savoir comment on se positionne dans le monde. Vous voyez, est-ce qu'on est vraiment atypique? Non pas. Certes, cette génération sera peut-être atypique et elle se sera comportée différemment par rapport aux autres générations qui l'ont précédée. Mais il y a une autre dimension du problème, c'est est-ce que la France est un pays qui est très atypique dans la façon dont elle traite ses seniors ou dont elle traite les jeunes sur le marché du travail, d'accord? Donc c'était vraiment ça, oui. Et encore une question méthodologique, comment passez-vous à une consommation individuelle? Parce que souvent la consommation est connue par ménage. Voilà, donc il y a tout un retraitement à partir des enquêtes ménages pour en faire des comptes individuels. C'est vraiment la base des NT. D'accord, on utilise le point individuel dans l'enquête. J'aurais aimé avoir quelques idées sur votre retraitement. Oui. Bon, mais moi, avec grand plaisir, moi je vous envoie le rapport là qu'on a fait pour le CGSP qui vraiment détaille tous les éléments méthodologiques. Mais clairement, c'est individuel. Et donc on a aussi une décomposition, là je ne le présente pas, une décomposition en genre, savoir les hommes, les femmes, etc. Donc on fait tout ça, bien sûr. Vous avez raison de le souligner. Alors, il y a quand même une question qui est un petit peu importante en méthodologie, même si on ne va pas y passer beaucoup de temps. Il y a cette dimension consommation, et puis donc on a toutes les dépenses de consommation, mais il y a aussi une dépense qui est implicite, que sont les loyers des propriétaires, une espèce de loyer fictif, bien sûr qu'ils ne payent pas parce qu'ils sont propriétaires, mais ils bénéficient d'être dans un appartement, et donc on va estimer. Finalement, soit on utilise l'INSEE pour les enquêtes les plus récentes, soit on va estimer leur loyer imputé et on va rajouter cela dans leurs dépenses de consommation. Évidemment, vous savez tous, c'est quelque chose qui est très important. Donc je vais revenir. Donc vous voyez, si là je prends... Voilà. Donc là, je prends une courbe de consommation privée donc d'un individu au cours du temps. La courbe bleue, c'est la courbe que je vous ai montrée jusque-là, c'est-à-dire avec les loyers imputés, parce qu'il nous semble nécessaire de le mettre. Mais vous savez évidemment que la structure des propriétaires est très marquée en âge. Donc les jeunes sont beaucoup moins propriétaires que les seniors, qui, après 60 ans, peuvent être à des proportions très élevées propriétaires. Et donc, si on retire finalement les loyers imputés, on a une vision un petit peu différente. C'est la courbe rouge globalement. Voilà. Donc d'une certaine manière, on augmente, vous voyez, la consommation des gens les plus âgés en prenant en compte les loyers imputés, bien sûr. Et comme ce sont des choses relatives dans la société. Alors, l'évolution au cours des 30 dernières années. Alors, donc ça c'est la consommation. D'accord. Donc vous avez des profils de consommation pour différentes dates entre 1980 et 2010, d'accord, qui ont été toutes normalisées de la même façon.
Et donc, ce que l'on voit, donc là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose par là. On se dit que tout ça est resté à peu près pareil. Et puis, si vous regardez les couleurs, en fait, là, vous avez 1980, là, vous avez 85, 90, etc., et 2010. Donc, vous avez très nettement une amélioration de la situation relative des seniors. Donc, justement, je reviens un petit peu là-dessus. D'accord ? Donc là, c'est la consommation totale. Très clairement, vous avez ça. Et en plus, si vous regardez, en 2011, donc vous prenez ceux-là qui sont des débuts. Voilà, vous avez le pic de consommation en plus. D'accord ? Donc on retrouve en plus ces dimensions-là. Donc une amélioration de la situation de cette génération, on le voit bien. Là, vous avez la situation américaine. D'accord ? Donc, qui elle aussi se décale vers le haut. D'accord ? Mais avec un phénomène, vous voyez, moins marqué, sans bosse, si vous voulez, sur cette génération des baby boomers, dont on pourra rediscuter un petit peu plus tard. Alors, là, je recalcule, parce que donc ces graphes sont un peu complexes forcément à interpréter, donc je recalcule les ratios que je vous ai présentés tout à l'heure en comparaison internationale, et je les recalcule pour chaque année, vous voyez, entre 79 et 2009. Donc, je vais m'intéresser surtout à la courbe ici rouge, qui est l'équivalente du ratio que vous avez montré, c'est-à-dire les 74 ans sur les 35-49 ans. D'accord ? Et donc, vous avez une situation, donc au début, en 79, on était proche de 1, c'est-à-dire que finalement, la consommation des seniors était en moyenne à peu près la même que celle des gens d'avantage moyen. Et puis, on a vraiment une tendance très croissante. Donc ça, c'est quelque chose qui est très net. D'accord ? Donc on a augmenté presque de 30%. Donc c'est une véritable amélioration que l'on observe. Donc on peut le faire sur d'autres tranches d'âge. Je ne vais pas tellement détailler ce point. Mais évidemment, si on se compare à une tranche d'âge qui est peut-être plus proche, vous voyez, de la tranche d'âge des seniors, c'est-à-dire si on se compare par exemple aux 45-65 ans, on a évidemment une évolution qui est il y a une révolution qui est toujours croissante, mais on a des ratios qui sont plus faibles. D'accord ? Donc plus les générations sont distantes, plus on compare la génération des seniors à une génération jeune, plus on aura évidemment un facteur de proportionnalité important. Et alors si je prends la consommation relative, vous voyez, des 18-32 ans sur celle, par exemple, des 35-49 ans ici, on a quelque chose qui est là plutôt stable, qui pique un petit peu du nez à la fin, mais on a quelque chose de beaucoup plus stable. D'accord ? Donc la situation relative des jeunes, c'est pas forcément détérioré, même si à la fin, donc, par contre, la situation relative des seniors, c'est un peu. Donc là, c'est la même chose avec juste la consommation privée. Donc on retrouve ça, d'accord, exactement, cette même tendance très forte. Donc ils ont bénéficié. C'est pas juste que l'État-providence les a plus aidés, etc., mais c'est aussi une dimension. Voilà, ils étaient plus riches, donc ils ont plus consommé. Et donc ça c'est avec là on retire la santé, on retire l'éducation individuelle parce que bon il y a toujours ces débats de savoir si la santé c'est vraiment une dépense de bien-être ou pas. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans. La consommation, l'éducation individuelle, c'est tellement peu d'argent dans nos bases de données que, bon, j'en parle même pas. Mais là, donc, j'ai cette espèce de consommation privée qui est véritablement la consommation de biens et services avec les loyers imputés, d'accord ? Et je crois que c'est, monsieur, c'était votre question. Donc là, sans les loyers imputés, j'ai quelque chose qui est comme ça, d'accord ? Donc l'effet prix immobilier, on l'a bien, d'accord ? Vous voyez, donc il y a toujours cette amélioration, il y a toujours très clairement cette amélioration, et là on voit bien l'effet bulle immobilière ou ralentissement des prix immobiliers. Donc clairement, donc s'il fallait un message, donc clairement la situation des seniors s'est améliorée, la situation financière et en termes de capacité de consommer s'est améliorée, elle est expliquée en partie par une évolution favorable de leur point de vue sur le marché immobilier, c'est-à-dire qu'ils étaient propriétaires avant que des hausses de prix très importantes qui commencent en 2000, donc ils ont certes fortement bénéficié de cette évolution-là, mais pas seulement. D'accord ? On a aussi une amélioration relative. Oui ? Il y a le problème que les femmes apportent de plus en plus de retraite également, c'est un facteur important. Alors, non, oui. Les femmes ont maintenant des droits propres qu'elles n'avaient pas forcément en 2000. Ce qui fait que ça accroît
Et des cotisations. Mais pourquoi vous dites que c'est un problème? Parce que non, je n'ai pas compris le début de la question. Bon. Ah non, clairement. Donc, quoi qu'il arrive en économie, on va avoir en économie, en physique, il y aura toujours plein de facteurs. Et puis moi, je vais essayer de simplifier en proposant un seul indicateur. Alors, donc là, je vais faire une comparaison avec le seul pays qui me permet de faire une comparaison, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, j'ai retenu un seul indicateur. Je vous ai montré que celui-là était relativement robuste. Il est aujourd'hui en bleu. Quand il est là en bleu, c'est la situation relative des plus de 60 ans, donc qui est en bleu, qui évolue très très nettement. Et vous voyez une vraie différence. Alors la courbe en rouge est un petit peu heurtée parce que les Américains n'ont justement pas des données pour toutes les données. Vous voyez, mais là vous avez la situation relative des seniors américains, bon, qui a toujours été supérieure à celle des Français. On l'a vu, mais avec une évolution qui était un petit peu moins marquée jusque-là et qui ont plutôt une baisse sur les dernières années. Alors que nous, justement, on voit cette amélioration. D'accord. Donc, dans un monde où, pour revenir un petit peu sur le débat, dans un monde où les choses changent très peu, notamment de ces différences entre les générations, une évolution même petite à un moment donné peut justement être perçue comme étant très très importante, et je pense que c'est ce qui est représenté dans ces données. Vous voyez la situation également des jeunes en France, qui est plus favorable que celle des jeunes américains, relativement à celle des moyens, mais qui reste dans les deux cas très simple. Donc clairement, le débat se focalise sur la génération des baby-boomers, sur les avantages des seniors, etc. Et ça, on le voit bien ici que c'est aussi quelque chose qui change dans nos graphiques, alors que finalement cette situation relative des plus jeunes n'est pas, bon, même si elle attire beaucoup l'attention actuellement, elle n'est pas en moyenne importante. Je pense que sur la dimension jeune, ce qui est important, c'est les inégalités à l'intérieur de la cohorte des jeunes. D'accord. Il y a très certainement ce phénomène-là. Et donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas parce qu'on ne regarde que des moyennes. Privé, voilà. Donc là, c'est avec le privé. Donc, on retrouve à peu près les mêmes choses. Et là, c'est en retirant... Comment vous expliquez les ruptures entre 93 et 96 dans les deux graphiques? Ouais. Alors, pour les Américains, il n'y a pas de chiffres. Et puis, nous, on a un petit peu une bosse. Oui. Ça. Donc, quand il y a une rupture pour le rouge, c'est qu'il n'y a pas de chiffre pour ces années-là. Chaque point sur cette graphique est vraiment beaucoup de travail. Donc, de temps en temps, il n'y a pas eu pour ces années-là, pour telle ou telle raison. Et clairement, donc là c'est l'équipe américaine qui est plutôt pas mal, mais bon, là, ils n'ont pas fait le boulot. Pardon. Une question, je ne sais pas si c'est forcément le bon moment pour la poser, mais... Moi j'ai fini donc. L'ensemble de la tranche d'âge jeune, est-ce que ça fait une différence si on fait par exemple 0,15, 15, 25? Je veux dire par là, si on enlève les dépenses d'éducation qui elles forcément augmentent le niveau de consommation moyen de la tranche d'âge, est-ce que quand les jeunes sortent du système éducatif et qu'ils ne sont pas encore rentrés sur le marché du travail, on arrive à identifier ça? Ça aurait un sens de regarder? Parce que j'ai donc, cette tranche d'âge-là qui est quand même plutôt la tranche d'âge sacrifiée, celle qui est pauvre. Enfin, où on voit des phénomènes de pauvreté croissante. Donc tu dirais laquelle? Les 15-30? Oui, non, les 15-25, enfin, je ne sais pas exactement pour être cohérent par rapport à... Donc là, on a pris les 18-32, donc on a pris 15 années. On peut prendre 16-30, donc là, on a des évolutions très proches. Celle-ci, elle est quand même peut-être plus marquée que celle qui bénéficie des dépenses d'éducation, non? Oui. Non. Là en mettant les 18 et quelques, on a l'éducation supérieure, typiquement. Donc, on a le soutien public. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a coupé à 18. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc ça, c'est vraiment poussé notamment par Delphine. Donc on va regarder ces choses-là. Donc sur les dimensions inégalité intra-corps, d'accord. Donc et même donc je pense que très clairement, donc la société souhaite d'une certaine manière cette égalité entre les âges, même s'il n'y a pas forcément de situation optimale. Et les individus ont tendance à se comparer avec les gens de leur âge ou de leur classe d'âge, d'accord. Et le mal-être de certains jeunes, c'est parce qu'ils voient d'autres jeunes avoir des situations financières ou des insertions sociales qui sont bien meilleures, d'accord. Et ils vont peut-être pas mal vivre
le fait que les retraités, etc., qui ont travaillé toute leur vie, etc., aient une retraite décente ou une situation de vie décente. C'est vraiment avec qui on se compare. Quoi. Mais, je te dis, la réaction, si on essaie quand même de voir les points clés, on est quand même frappé qu'il n'y a pas de modification majeure par rapport à l'idée qu'il n'y a pas, en moyenne, génération sacrifiée, vraisemblablement les inégalités à l'intérieur de la cohorte sont gigantesques. L'idée, c'est quand même, vient évidemment, c'est l'évolution du marché de l'immobilier, puisque que tu le veux ou non, ceci joue de manière extrêmement forte sur les loyers implicites. L'évolution du patrimoine a vraisemblablement, d'ailleurs c'est ce que montrent tous les travaux, a quand même été, entre générations, et quand même très très évolutif. Donc sur l'immobilier, clairement, l'âge détermine l'entrée d'une certaine manière sur le premier achat immobilier, parce que d'une certaine manière tout le monde, donc ça, d'ailleurs on a travaillé là-dessus dans le cadre de la chaire, etc. Donc tout le monde achète autour de 30 ans. Il y a la probabilité d'acheter à l'âge 30 ans et à peu près. Non, lorsqu'on achète, on a 30 ans. D'accord ? Mais clairement. Donc, la probabilité d'acheter à l'âge de 30 ans est quelque chose comme 3, voire 4 fois supérieure à 45 ans, quoi, vous voyez. Donc le phénomène primo-accédant, il est vraiment comme ça. On a une situation aujourd'hui où les gens continuaient à acheter, mais ils ont acheté plus petit, d'accord. Donc évidemment, le loyer que l'on pourrait recalculer à partir de ça est beaucoup plus faible, d'accord. Donc même s'ils ont mis la même dépense, ils ont finalement moins de mètres carrés, et donc ils ont. Voilà. Je veux dire, moi j'en reviens toujours aux disons discours intuitifs. L'idée qu'il y a eu une détérioration des conditions de vie des jeunes. Alors c'est là où c'est plutôt les 20, 30, 32. C'est l'idée que l'accès à la propriété est plus difficile. Deuxième aspect, alors il faut quand même auquel tu réfléchisses dans les questions, c'est le fait que l'héritage, qui est quand même déterminant dans notre pays, je veux dire, le patrimoine immobilier, il est quand même très largement passé d'une génération à l'autre, a lieu beaucoup plus tard. Donc que ça joue aussi bien fort. C'est le vieillissement, là, est quand même très très important dans la réalité, et la valorisation de l'immobilier et la réalité l'âge des successions. Donc, dans un environnement, pour le redire, je suis tout à fait d'accord, mais pour le redire différemment, donc dans un environnement où les prix immobiliers sont extrêmement élevés et où l'accès à la propriété est beaucoup plus dur pour ceux qui n'ont pas d'apport, évidemment, les inégalités intragénérationnelles vont énormément dépendre d'une situation intergénérationnelle qui fait qu'il y a certains dont les parents ont déjà un bien immobilier et d'autres qui l'ont pas, quoi. Donc, mais c'est comme ils ont misé, sans avoir vraiment spéculé ou sans avoir véritablement été des gens très clairvoyants, ils ont misé sur le bon actif, quoi. Voilà. Donc ceux qui ont acheté des biens immobiliers avant les années 2000 ont beaucoup plus gagné que les autres, quoi. C'était la première forme d'épargne retraite qu'on n'ait jamais faite. Ah oui, dans la vie. Ça et l'assurance vie, on se pose des questions sur l'épargne retraite. L'immobilier et l'assurance vie sur lequel on a pu miser relativement jeune, c'est la première forme d'épargne retraite qu'on ait pu faire. Voilà, clairement. Pour répondre à la question que M. Lorenzi posait tout à l'heure. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'aversion au risque, qui est quand même, à mon avis, le problème macroéconomique majeur dans notre pays, dans les pays occidentaux, joue encore plus dans un pays comme le nôtre, puisque l'épargne, qui est importante, abondante, mais a quand même tendance à aller vers la constitution d'un patrimoine immobilier. Donc c'est vrai que c'est pas ça qui fait de la croissance. C'est quand même le sujet majeur. Bon, il y a un secteur, voilà. Donc il y a un secteur quand même, mais bon. Oui, il y a un secteur, mais c'est pas ça qui fait. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi la dimension, c'est que certes, ça peut financer la retraite, mais c'est aussi, c'est beaucoup d'autres choses. L'immobilier, c'est un bien extrêmement complexe. Il faut y aller, oui. Bon. Bon. On y va. Moi, j'ai fini. Oui, il y a trop de